Bonjour, c'est Christelle Cronier. Alors bien qu'elle ait la bronchite, Marie-Éloi, la présidente de Bouge ta boîte et Bouge ton groupe, a accepté de nous montrer comment les femmes peuvent étendre leur réseau business. Bonjour Marie. Bonjour Christelle. Comment est-ce que les femmes peuvent prendre le pouvoir sur leur vie aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut déconstruire les injonctions de notre société ? Oui, là, ça c'est un vaste sujet. En fait, c'est très compliqué parce que c'est extrêmement ancré en nous et c'est quelque chose qui nous est renvoyé constamment. Donc, c'est ancré en nous par tout ce qu'on a lu, vu, tous les médias, toute la culture, toute l'histoire, toutes les relations sociales qui sont finalement beaucoup d'injonctions aussi. Donc, c'est d'abord prendre conscience que ce sont des biais, que ce sont des injonctions, et pour ça, il n'y a rien de tel que la sensibilisation. Les réseaux sociaux là-dessus font un travail formidable, les livres aussi, il y en a de plus en plus sur ces sujets-là. On peut également suivre des formations, se faire coacher, faire de l'intelligence collective, etc. Et je crois beaucoup aussi à l'identification, c'est-à-dire au sein d'un collectif, voir que en fait, les autres sont comme nous, et puis que finalement quelque chose qu'on pensait être normal chez nous, on se rend compte que en le voyant chez une autre personne, c'est anormal, que c'est un biais, et qu'en fait du coup on peut l'enlever et puis réaliser des choses pour lesquelles on ne se pensait pas peut-être capable, ou donc qui étaient tout simplement pas dans notre scope, parce que dans notre viseur, parce qu'on pensait pas que c'était pour nous, ou parce qu'on n'y avait pas pensé. Je vais donner un exemple tout bête, mais au-delà du plafond de verre, donc c'est tout ce qui est promotion, mais il y a aussi les cloisons de verre, donc c'est-à-dire des domaines auxquels on s'interdit. Ça peut être bien sûr la tech, parce qu'on en parle beaucoup, mais ça peut être aussi la mécanique, enfin tous ces sujets-là. Et on pense que ce n'est pas pour nous. Et en fait, il suffit de s'emparer du sujet pour se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, s'en emparer, et on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de barrières qui sont mises par toute cette historique, mais chez les hommes aussi, chez les femmes comme chez les hommes. Franchement, c'est une construction qui englobe tout le monde, et il s'agit de culpabiliser ni les femmes ni les hommes. Souvent les femmes, on leur dit elles n'ont qu'à oser, elles n'ont qu'à faire ci, voilà, mais en fait c'est la construction qui est là. Et chez les hommes c'est pareil, il s'agit pas non plus de les culpabiliser en leur disant mais ils n'ont qu'à ouvrir la porte. En fait il y a tellement un éveil qui commence à apparaître et qui est là seulement depuis quelques années, qu'on fait tous comme on peut, qu'on essaie de se rendre compte des biais et des préjugés comme on peut, pour ensuite pouvoir aller vers son plein potentiel. Et je crois plus que tout, encore une fois, à cette identification, à être ensemble, à l'authenticité qui permet de se dire en fait c'est possible. Et moi, pour mes propres biais, parce que j'en ai vraiment tout autant que tout le monde, et dans mon équipe j'ai des personnes incroyables qui m'aident à les enlever aussi, j'ai une phrase que je répète assez souvent comme un mantra, et qui me dit mais en fait ça Marie, ça c'est un biais, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur. Et en me disant ça, je me dis mais en fait c'est possible, je suis capable de le faire. Donc c'est parfois des freins que je me mettais. Finalement, ces freins, c'est l'inconscient collectif qui a beaucoup participé en associant les femmes au statut de mère, etc. Vous, ce que vous dites, c'est d'utiliser ce même inconscient collectif, mais à des fins positives. Ouais, sauf qu'il est plus conscient parce qu'on se retrouve toutes ensemble de façon consciente. Mais oui, c'est exactement ça en fait, parce que la première question qu'on me pose, c'est mais pourquoi les femmes ont des freins, pourquoi elles n'ont pas confiance en elles, etc. Mais en fait, à force de nous répéter ça, évidemment que ça joue sur notre propre confiance, et c'est ce qu'on appelle l'effet golem, l'effet Pygmalion, vous connaissez certainement, mais pour mémoire, l'effet golem, c'est des études qui ont été faites auprès d'enfants dans des classes, et quand on prend une catégorie d'individus et qu'on lui répète en permanence mais t'es une catégorie qui n'a pas confiance en elle, et ça va être dur pour toi, et concilie la vie pro et la vie perso, n'en parlons pas, et qu'en parallèle on la met très peu en position de pouvoir et de visibilité, cette catégorie sous-performe. Et si on fait l'inverse, on prend la même catégorie, on lui dit mais tu vas y arriver, t'en es capable, et bien sûr c'est pour toi, et vas-y prends des risques, et tu n'auras aucun problème pour concilier ta vie pro-perso, et qu'en parallèle on met en position de pouvoir et visibilité, cette catégorie elle surperforme, et ça c'est l'effet Pygmalion. Et donc nous, avec tout ce qu'on fait, avec Femmes des Territoires pour la création d'entreprises, Bouge ta boîte pour le développement d'entreprises, donc le business, et Bouge ton groupe pour les carrières, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire l'effet Pygmalion, comme vous l'avez dit, grâce à l'intelligence collective,
en étant ensemble entre pairs, donc avec cette caractéristique commune d'être femme notamment. Et on se dit mais en fait bien sûr qu'on peut y arriver, et bien sûr vas-y toi je vais pouvoir t'aider, et puis tu sais avant moi j'étais pareil et voilà ce que j'ai fait. Donc on partage des bonnes pratiques, on brainstorm, on est concentré, focus sur les objectifs qu'on va atteindre, qu'ils soient personnels en termes d'ambition, ou professionnels en termes de chiffre d'affaires par exemple, ou de contrat quand c'est au sein d'une entreprise, donc pour Bouge ton groupe, pour atteindre ces objectifs ensemble. Donc oui, effectivement, on essaie de transformer cet inconscient collectif par à la fois des rôles modèles. Donc ça, c'est de façon assez classique sur tout ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, mais surtout au sein des structures qu'on a mises en place, donc Femmes des Territoires, Bouge ta boîte et Bouge ton groupe, de faire des réunions collectives où ensemble, en s'identifiant, on se dit mais moi aussi je suis capable, je peux, mais de manière inconsciente souvent, tout simplement en voyant les autres agir, et ça nous donne nous-mêmes des envies d'action et des possibilités qu'on n'avait pas forcément imaginées. En quoi, selon vous, la loi Marie-Pierre Rixain est vraiment une avancée, on va dire, phénoménale pour les femmes ? Alors déjà, Marie-Pierre Rixain, c'est une personne qui a fait cette loi, qui a construit cette loi avec toute son authenticité, toute son énergie, et qui a voulu que cette loi ne soit pas élitiste et qu'elle concerne le plus de femmes possible. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la loi. Et donc, elle a essayé de soutenir les femmes dans les différents domaines, que ça soit par exemple de faire en sorte qu'on puisse recevoir les prestations sociales ou les salaires directement sur son compte en banque et pas sur celui d'une personne autre. Donc ça, c'est un des exemples. Mais la loi Rixain a surtout une influence énorme au sein des entreprises, et notamment des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire de plus de 1000 salariés, avec ces objectifs d'avoir 30% de femmes en 2027 dans les instances dirigeantes, 40% en 2030. Donc elle laisse quasiment 9 ans pour atteindre ces objectifs d'objectifs chiffrés, comme on dit dans la loi, mais qui s'apparentent finalement à des quotas. Et elle est fantastique parce que bien sûr, comme toute loi, elle est imparfaite, il y a des moyens de la contourner. Mais en fait, elle fait prendre conscience qu'il faut agir, et qu'il faut agir dès maintenant. Et que c'est un temps long, l'égalité, notamment l'égalité professionnelle, que ça va prendre du temps. Et que il faut s'y prendre dès maintenant et mettre en place des actions. Et on ne peut plus faire de la cosmétique ou du women washing parce que parfois, jusqu'à présent, au sein des entreprises, on disait mais si, j'ai mis quelque chose en place, on a fait ci, on a mis par exemple, on a mis des cours de yoga pour les femmes, je vous jure que j'ai entendu ça. Des choses comme ça. Et en fait, c'est très bien, mais ça ne sert pas à la carrière des femmes, ça ne sert pas à enlever les différents plafonds et cloisons de verre. Et là, aujourd'hui, avec cette loi, les entreprises sont obligées de mettre en place des choses efficientes, efficaces, qui fonctionnent, parce qu'on peut plus dire oui, on a essayé mais on trouve pas de femmes et on n'y arrive pas et elles veulent pas de promotion, etc. On est obligé d'avoir des résultats. Et donc c'est une loi qui pour moi est un gros coup d'accélérateur, comme l'a été la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration, et qui a hyper bien fonctionné, et qui fait que 10 ans après cette loi, on est fer de lance au niveau européen. C'est Simone de Beauvoir qui disait que les droits des femmes ne sont jamais acquis, et que finalement on doit rester vigilante toute notre vie durant. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que c'est terriblement vrai. Voilà, je disais là il y a quelques jours qu'au Minnesota, dans le Minnesota, au Parlement, les femmes n'ont plus le droit d'avoir les bras nus. Elles sont obligées d'avoir les bras couverts. Donc aux États-Unis, je me dis mais c'est pas possible en fait. Dès qu'il y a des peurs, dès qu'il y a des crises, effectivement, qu'elles soient sanitaires, on a bien vu, les femmes ont disparu des plateaux télé, mais aussi des entreprises, parce qu'au moment où les crèches et les écoles étaient fermées, ce sont les femmes qui sont restées à la maison, parce que de façon très logique, c'est souvent le plus petit salaire, et aujourd'hui en France on a 42% d'écart de salaire au sein d'un couple. Donc on a bien vu que les femmes ont disparu au moment de la crise sanitaire des entreprises, mais aussi en tant qu'entrepreneurs, et aussi des plateaux, mais ça c'était beaucoup plus visible. Mais qu'elles soient économiques, c'est pareil. Géopolitique, on voit bien, même en termes de développement durable, ce sont les femmes qui sont davantage victimes de tout ce qui est crise climatique. Tout ça c'est prouvé. Il y a des dizaines d'études sur ce sujet-là, sur les crises climatiques et sur
tout ce qui est mais même biodiversité, il y a énormément d'études, notamment de l'ONU, qui montrent que les femmes sont les premières victimes des crises climatiques, notamment parce que ce sont elles qui vont aller chercher l'eau, par exemple, donc elles vont passer des heures et des heures de plus à aller chercher de l'eau. Et pourtant, on voit bien que dans le sens inverse, il y a très peu de femmes dans les pouvoirs de décision. On dépasse jamais 10-20% de femmes dans les pouvoirs de décision, dans les postes à décision, quel que soit le domaine, même les domaines les plus féminisés, que ça soit la santé, que ça soit l'éducation. Dès qu'on monte dans les strates, il y a beaucoup moins de femmes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo de la COP27, donc qui est censée quand même déterminer l'avenir de l'humanité. Il n'y a pas de femmes sur la photo, ou quasiment pas. Et donc on voit bien qu'on a ce paradoxe où les femmes sont les premières victimes de ces crises climatiques. Et en même temps, dans les postes de décision, il n'y a toujours pas de femmes. Et pour moi, on prend le sujet à l'envers, c'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, finalement les femmes sont celles qui vont en pâtir le plus. Il y a une forme de repli et les droits des femmes sont restreints, et ça on l'observe dans vraiment plein de pays et plein de situations de crise. Alors que justement, en situation de crise, on devrait s'appuyer plus que tout sur les femmes. On devrait s'appuyer encore plus sur des décisions paritaires, parce qu'on sait très bien que c'est cette diversité et cette mixité qui font qu'on va avoir la plus grande étendue de solutions possibles. Ce n'est pas en étant en entre-soi avec une uniformité qu'on va trouver des solutions à des crises. C'est en étant justement avec une vaste représentativité de la société. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le modèle où les femmes sont absentes des pouvoirs, des postes de pouvoir et des postes de décision, donc on est maximum à 20%, et avec toute une économie, une politique qui ont été construites quasiment sans les femmes, on voit bien qu'aujourd'hui notre modèle il va dans le mur, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit sociétal, qu'il soit environnemental. Et pour trouver des solutions, avant tout, il faut absolument pouvoir s'appuyer sur toutes les forces vives et donc sur les femmes. Et aujourd'hui, on a la priorité. Souvent on me dit mais Marie, l'égalité c'est très bien, mais c'est pas la priorité. Mais pour moi, si, c'est une étape préalable pour justement trouver des solutions à toutes les crises qu'on traverse. On va pas pouvoir continuer avec ce même modèle. Il faut absolument intégrer les femmes. Pourquoi est-ce qu'on ignore encore la puissance des réseaux féminins ? On n'a jamais été considéré et prise au sérieux parce que femmes, et souvent la crédibilité des femmes, elle est assez malmenée. Naïvement, on représente, par exemple, pour Bouge ta boîte ou Femmes des territoires, on représente des milliers de dirigeantes. Et notre voix devrait compter, notamment au niveau économique. Et non, en fait, on est mis dans la case réseau féminin qu'on doit écouter parce que il faut bien les écouter de temps en temps. Mais finalement, on n'est pas consulté pour tout ce qui concerne l'économie, par exemple, ou très peu. On l'a été pour la loi Rixain, là, pour le coup. Pour tout ce qui est égalité, on est consulté, mais tout ce qui est en dehors égalité, et donc qui concerne aussi les femmes, les femmes ne sont pas concernées que par l'égalité, elles sont concernées par tous les sujets de société et tous les sujets économiques de manière transversale, tout comme les hommes. Là, on n'est pas du tout pris au sérieux. On consulte pas les femmes pour les sujets qui concernent les grands, en fait. Exactement. C'est quoi le réseau business plus sororité ? Alors, c'est Bouge ta boîte, donc ça veut dire qu'on va faire du business autrement. C'est un réseau qui est 100% féminin et qui est présent aujourd'hui dans 120 villes. On organise 5000 réunions de travail par an et on se réunit tous les 15 jours dans un cercle avec une femme par secteur d'activité, donc une dirigeante par secteur d'activité, avec une méthode très structurée où on va pitcher, on va brainstormer, on va se recommander, on va présenter notre métier en détail pour vraiment travailler en intelligence collective et faire en sorte de travailler en équipe sur un territoire donné pour vraiment déployer chacune tout notre potentiel les unes grâce aux autres. C'est-à-dire évidemment s'entraider, s'encourager, faire en sorte d'être mieux recommandées, donc de décrocher davantage de contrats, de développer nos compétences les unes grâce aux autres. C'est vraiment un collectif de confiance qui fait que on devient de plus en plus visible, crédible sur son territoire de manière collective. Comment on fait pour y adhérer ? Il y a un rendez-vous tous les mardis matins en ligne pour tout savoir sur le réseau sur bougetaboîte.com. En quoi consiste Bold Open Database ? Ça, c'est une initiative formidable qui a été mise en place par le prix Veuve Clicquot, donc le prix Bold, qui est un des prix les plus prestigieux pour les femmes en France. L'Open Database Bold,
est une initiative fantastique qui a été mise en place par 3 femmes, Carole Bidet de Veuve Clicquot, Marion Dariotor de Diarcan et Aurélie Jean, qui est cette scientifique qui travaille énormément sur les algorithmes et qui a publié plusieurs livres et qui fait régulièrement des chroniques sur ces sujets-là. Et ensemble, elles se sont dit, mais comment on peut rendre visible davantage les entrepreneurs? Et donc, elles ont créé une plateforme qui est une database, donc une base de données ouverte à tout le monde, gratuite, où toutes les femmes entrepreneurs, quel que soit leur statut, vraiment peuvent s'enregistrer. Et c'est une base de données qui s'est inspirée de ce qui se passe aujourd'hui à New York, où il y a une base de données où les habitants peuvent, par exemple, rentrer des données sur les déchets, sur les espaces verts, enfin vraiment tout ce qui concerne la ville, pour améliorer en temps réel la ville. Et donc cette base de données va ensuite permettre aux chercheurs de piocher des données et puis de construire des études. Et nous, on sait qu'en tant que femmes entrepreneurs, on manque cruellement d'études sur ces sujets-là. Donc Veuve Clicquot a voulu s'inspirer de cette base de données new-yorkaise pour les femmes entrepreneurs, pour qu'ensuite des chercheurs puissent faire des études, mais aussi pour que des investisseurs puissent trouver des femmes plus facilement, que des partenariats puissent se créer, et puis surtout pour que toutes les femmes entrepreneurs puissent se rendre visibles. Donc c'est gratuit, il suffit d'y aller, de s'inscrire, et puis c'est une base de données qui va être améliorée constamment. Vous dites que pour les femmes, finalement, notre point faible le plus important, ce serait l'ignorance de notre puissance. Ben oui, clairement, parce que des fois je me surprends à rêver, si on avait des camions et qu'on se mettait dans la rue avec nos camions, nos tracteurs, je pense qu'en quelques jours l'histoire de l'égalité ça serait réglé, parce que on bloquerait tout le pays. Mais en fait souvent, déjà les femmes, nous on réseaute peu, donc on est peu unis finalement, parce qu'on réseaute peu, on estime souvent que c'est une perte de temps, que c'est compliqué de mettre de la valeur sur soi, donc de mettre de la valeur dans un réseau. Et les hommes, eux, vont réseauter vraiment de façon naturelle. Et nous, on n'est pas unis. Parce que souvent, les réseaux, c'est tôt le matin, tard le soir. C'est pour ça que nous, tous nos réseaux, Femmes des Territoires, Bouge ta boîte, c'est le midi. Donc, de manière d'abord simple, on n'est pas unis. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver, c'est celui en Islande que vous connaissez peut-être, mais en 1975, à l'appel justement des réseaux féminins, les Islandaises ont décidé de faire un jour de grève. Donc, de manière plus pragmatique, c'était un jour de congé qu'elles ont posé pour ne pas se faire licencier. Mais elles ont décidé de faire un jour de grève globale. Donc plus de travail rémunéré, mais aussi plus du tout s'occuper des enfants, donc plus de travail domestique, plus de travail parental. Et pendant 24 heures, 90% d'entre elles ont fait grève. Et en fait, c'était génial parce que tout le pays était complètement paralysé. Les hommes ont dû, à cette époque, en 1975, se débrouiller avec les enfants, faire à manger. Les écoles étaient fermées, évidemment. Il n'y avait plus d'institutrices, tous les hôpitaux aussi. Enfin, les hôpitaux, j'imagine qu'il y avait un service minimum, mais malgré tout, il y avait... on se rendait compte que les femmes n'étaient plus là, il y avait plus de téléphone, il y avait plus d'avions, enfin il y avait vraiment plus rien. Et du coup, quelques mois plus tard, la première loi a été votée en faveur de l'égalité professionnelle. Et 5 ans après, il y a eu la première femme à être élue dans le monde, première femme présidente, et c'était une Islandaise. Alors c'est facile en Islande parce que c'est un petit pays, donc c'est beaucoup plus facile qu'en France. Mais vraiment, je me prends souvent à rêver que si on était unis, et les réseaux sociaux ont permis ça, mais si on s'unissait et qu'on disait, mais en fait, on n'accepte plus. On n'accepte plus ces différences de salaire, on n'accepte plus ces différences de traitement, cette moindre crédibilité, on n'accepte plus tout ça. Oui. Et ben, je pense qu'en quelques jours, ça pourrait être réglé. Intéressant, on lance un appel. Au moins le 8 mars, il pourrait servir à quelque chose. C'est si ça. on arrêtait toutes de travailler, plutôt que d'être de la cosmétique. Vous travaillez sur l'égalité homme-femme depuis longtemps et en lien également avec l'association Ashoka, qui est vraiment l'association des entrepreneurs à impact. Vous avez fait pas mal de réunions avec des entrepreneurs RES, donc des femmes de toute l'Europe. Qu'est-ce qui en est sorti? Alors ça, c'est une expérience fantastique. C'est donc Ashoka, qui est la 4e ONG la plus puissante au monde et qui vraiment travaille avec les entrepreneurs à impact, comme vous venez de le dire,
qui m'a contactée il y a un an quasiment, et pour travailler sur tout ce qui est gender equality au niveau européen. Et donc on est à peu près une par pays. Et on a commencé à se réunir en visio, et on savait pas trop ce que ça allait donner parce qu'on travaillait tous dans des domaines différents. Donc moi c'est sur l'impact et l'égalité économique et professionnelle, d'autres c'était sur les violences faites aux femmes, d'autres sur la tech, enfin vraiment sur des sujets complètement différents. Et puis on s'est rendu compte que ça n'existait pas en fait de se réunir comme ça au niveau européen sur des sujets aussi variés, mais regroupant autour de l'égalité. Et donc on a fini par se réunir pendant 3 jours en Pologne, où on est resté enfermés dans une pièce avec une facilitatrice, et on a mis en commun toute notre vision de l'égalité pour vraiment changer le narratif autour de l'égalité. C'est-à-dire ne plus voir les femmes comme des victimes, enfin tous ces sujets-là, transformer vraiment l'inconscient collectif. Et donc on a écrit un manifeste, vraiment on s'est trituré la tête, c'est parce qu'on était de générations différentes, on était de nationalités différentes, donc avec des visions et des travaux différents. Et ce manifeste, on l'a présenté au sommet européen d'Ashoka, il y a 1 mois et demi à peu près, à Bruxelles. Et on a travaillé avec d'autres membres d'Ashoka pour voir comment l'améliorer. Et j'espère qu'on pourra le présenter de manière publique, en open aussi, pour qu'on puisse l'améliorer constamment. Et c'est notre vision de l'égalité, en fait, commune. Vous, votre palmarès personnel de femmes motivantes, vos femmes de légende, il y a qui dedans ? Il y en a une actuelle que vraiment j'admire constamment, c'est Jacinda Ardern, qui est première ministre en Nouvelle-Zélande, oui. Parce qu'elle a une façon d'assumer son leadership, vraiment, elle est qui elle est. Et souvent, ce qu'on dit aux femmes entrepreneurs, c'est pour être la plus puissante possible dans votre entreprise, dans votre carrière, mais en fait, il s'agit pas de se conformer à des codes existants, il s'agit d'être vraiment vous-même. C'est là où vous allez être la plus puissante, en fait. Et Jacinda Ardern, c'est ce qu'elle fait, en fait. Elle est première ministre en étant vraiment elle-même, avec ses forces, ses faiblesses, et elle nous montre une vision qui franchement me rabibocherait presque avec la politique. Elle vient de démissionner ? Oui, c'est ça en fait. C'est qu'elle dit au bout de 6 ans, je n'ai plus d'essence dans le moteur. Donc il faut que j'arrête. Mais quel courage de dire ça. Oui. C'est pas drivé par l'ego, c'est drivé est-ce que je suis encore utile ? Oui, non, j'ai plus d'énergie, donc j'arrête, et rien que de le dire, c'est fantastique. Votre conseil pour les femmes ? C'est ça, c'est d'être vraiment soi-même. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les injonctions, effectivement. On s'est tellement construite en fonction de ce qu'on attendait de nous, que quand on est vraiment soi-même, quand on se pose quotidiennement, mais est-ce que ça me correspond ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que ça me parle ? Du coup, on fait les choses en étant vraiment en accord avec soi-même, et c'est là où on est la plus puissante, encore une fois. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous, Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.